Une question ce matin, mesdames, messieurs, comme à notre habitude, nous entrons dans le vif du sujet. Syrie, chute de Bachar al-Assad, quelle leçon pour l'Afrique? Telle est notre grande interrogation, mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, cette communication, comme tous les débuts de semaine, nous avons créé, mesdames, messieurs, sur notre chaîne YouTube, une communauté pour les membres les plus actifs qui veulent vraiment aider notre chaîne. Nous avons 3 niveaux d'engagement. Le 3e niveau est pour les membres que nous avons donné le nom des les amis de la résistance. Le 2e niveau est pour les membres que nous appellerons les commandos de la résistance. Le 1er niveau est le plus haut, est pour les membres qui ont le grade de chef de la résistance. Donc, dans la somme mensuelle la plus élevée et qui sera la contribution des membres en le grade de chef de la résistance est de 5 € et plus. Pour les grades de commando de la résistance, 3 €. Et pour le grade d'amis de la résistance, c'est 2 €. Tout simplement, notre chaîne est créée pour jouer un rôle important dans la libération totale de notre cher et beau continent. Et pour cela, nos ennemis ne nous faciliteront pas la tâche. C'est pourquoi nous comptons sur votre contribution et surtout sur nos 131 000 abonnés sur YouTube et plus de 218 000 abonnés sur Facebook pour Panafricaniste TV, pour que notre télévision soit indépendante. Chaque fin du mois aussi, nous offrirons un des ouvrages dans l'illustre panafricaniste à un de nos membres où il se trouvera, peu importe, dans le monde. C'est sur notre chaîne où on libère la parole pour l'indépendance totale de notre continent. D'ailleurs, à ce propos, vous avez été très nombreux. Vous vous êtes rajoutés il y a encore quelques jours. Vous étiez 3. Cette semaine, vous êtes plus de 4. On est plus de 7 précisément qui avaient pris l'engagement justement de nous suivre. Nous allons dire donc merci à Cynthia Doudjoé, qui est désormais chef de la résistance. On lui dit merci. On va également dire merci à Isarmand de 971 qui est devenu ami de la résistance. On va dire également merci à Patrick Calin Samlian qui est aujourd'hui chef de la résistance. On va dire également merci à Mengebi Keze Bikang, chef de la résistance. Marie Peg qui est commando de la résistance. Et Berité H qui est ami de la résistance. À vous tous et à tous ceux-là qui vont se rajouter au cours de la semaine. Mesdames, messieurs, nous vous disons grandement merci et nous vous supplions de venir en aide à votre chaîne de télévision Panafricaniste TV. Peu importe là où vous vous trouvez dans le monde, 1 €, c'est toujours bienvenu. Le président syrien Bachar al-Assad est tombé. En effet, acculé et mis sous pression, il a fini par prendre la poudre d'escampette, laissant le pays entre les mains de groupes rebelles radicaux. Mais était-ce réellement des groupes rebelles radicaux ou tout simplement les amis de l'Occident ? Ou de groupes rebelles radicaux, où s'est-il réfugié? Mystère, en tout cas, et boule de gomme. Toujours est-il que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la Syrie, et ce, après 13 années de guerre civile. Rappelons que tout a commencé en 2011 par des manifestations pacifiques, nous dit-on, inspirées par des mouvements de protestation du printemps arabe, alors qu'ils réclamaient des réformes politiques et dénonçaient la nature arbitraire et compromise du régime Assad. Les Syriens ont croisé le fer, ce qui fait en tout cas reprimé dans le sang, ce qui était au départ un mouvement insurrectionnel, nous fait-on savoir. En tout cas, ce sont les médias mainstream qui aiment bien se donner à cœur joie et raconter ce genre d'histoire quand on sait pertinemment que celui qu'on appelle le rebelle en chef était, on va le préciser, leur enfant gâté, leur ami, leur élève qu'ils ont formé, fabriqué et mis aujourd'hui au devant de la scène. Quelle leçon, mesdames, messieurs, pour l'Afrique? En tout cas, la sortie de l'histoire par la fenêtre par celui que l'on surnommait jusqu'à il y a quelque temps encore le boucher de Damas rappelle la triste fin de certains chefs d'État africains condamnés après avoir perdu le pouvoir à fuir leur pays respectif pour se réfugier à l'étranger. On se rappelle encore les cas de Mobutu Sese Seko de l'ex-Zaïre, aujourd'hui RDC, de Mohamed Ben Ali du Tunisie, qui finalement sont morts loin des leurs et dans des conditions peu enviables, pour ne pas dire glorieuses. On peut multiplier les exemples tant cela rend, on va le dire, tend à devenir la règle sur le continent africain, qui prennent toujours à retrouver ces marques. Il faut également le dire, heureusement,
et il faut le relever, il existe des pays comme le Ghana et le Sénégal, par exemple, où la révolution du pouvoir se fait généralement de manière pacifique. Mais on le sait également, sur le continent africain, il y a toujours la main noire de l'Occident dans chaque acte que posent justement les chefs d'État africains. Heureusement que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, nous montre par A plus B que les choses sont en train de changer et que le diktat venant de l'Occident doit forcément s'arrêter. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, ce matin. Syrie, chute de Bachar al-Assad, quelle leçon pour l'Afrique? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Haïssi. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole Haïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, monsieur Steve Zelangos. Je dis bonjour aux techniciens. Je n'oublie pas le top management qui nous a donné l'opportunité d'avoir cette tribune, n'est-ce pas, de combat, d'éveil d'informations, mais aussi de désinformation. Parce que c'est aussi notre combat lorsque nous sommes engagés, comme c'est le cas, dans cette guerre cognitive et communicationnelle. Exact. Je pense que Panafricanist TV corrige très souvent et régulièrement, n'est-ce pas, ces actualités qui sont, j'ai envie de dire, cette propagande justement qui est portée par les médias mainstream, comme vous l'avez dit. Quand je l'ai dit, je salue, j'ai envie de dire, in fine, les révolutionnaires du Mali, du révolutionnaire du Burkina Faso, je n'oublie pas ceux des Centrafriques, ça va à pas de tortue, mais on y arrivera. Quand je l'ai dit, je n'oublie pas non plus, c'est là les Africains de Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, entre autres, ce sont nos frères, nos frères, et surtout ceux d'Haïti, dont le combat est le nôtre. Parce que l'Afrique doit se libérer pour libérer les autres peuples. C'est ça le motif de notre combat. Monsieur Cyril Longos, en 2025, il est prévu au Cameroun une élection présidentielle. Et dans la perspective de cet événement, nous avons observé deux phénomènes curieux. Le premier, il y a comme une sorte de pléthore d'agents étrangers, notamment américains, français et européens, sur le territoire camerounais. La CIA, la DGCA, entre autres. Et en plus de cela, nous observons depuis quelque temps des messes nocturnes qui sont organisées par les ambassadeurs, notamment l'Union européenne, de France, des États-Unis, entre autres, messes qui sont organisées au profit de certains acteurs dits de l'opposition camerounaise. Je voudrais ici maintenant dire surtout aux acteurs qui vont nous dire demain qu'ils sont porteurs de changement, que 2025, ce n'est pas loin. Et si le changement qu'ils prétendent porter va s'appuyer sur l'ingérence des puissances occidentales, ça ne passera pas. Nous avons leur nom. Je me réserve pour le moment de les divulguer. Nous avons leur nom, ce qu'ils font régulièrement à l'ambassade des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, de Belgique, au commissariat du Canada. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Le moment venu, on attend de voir si nous donnerons leur position par rapport au franc CFA, l'homosexualité et consorts. Si ce ne sera pas le cas, nous allons gâter leur campagne électorale. Je prends ici l'engagement de le faire. Et à titre personnel, ça n'engage pas Panafricanist TV, ça m'engage en tant que journaliste, éducateur, mais surtout analyste politique. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole Haïssi. En tout cas, ils sont prévenus. Et pendant ce temps, hier, Albert Anatole Haïssi, vous mettez de l'eau dans votre vin. Nous étions le 8 décembre de l'an de grâce 2024. Il y a 4 ministres à la tête de notre pays qui ont déjà fait 20 ans. Allez connaître d'ailleurs les noms. Depuis hier, 8 mars, ils ont 20 ans. Parmi ceux-ci, il y a un ministre de l'enseignement supérieur. Il y a d'ailleurs même l'autre, la dame, ministre de la rénovation scientifique et tout ça. 4, je dis bien, ils sont 4. 20 ans à la tête, chacun dans son ministère. Ils n'ont jamais changé. Depuis 2004. Allez savoir ce qui se cache derrière. Albert Anatole Haïssi, revenons à nos moutons. Ce qui nous intéresse ce matin, Syrie, chute de Bachar al-Assad. Quelle leçon pour l'Afrique? Bachar al-Assad est finalement tombé. C'est ce qu'attendait l'Occident depuis la nuit des temps. J'ai suivi les médias mainstream. Je crois que j'ai également suivi des gros titres. Oui. Comme c'est le cas, il paraît que ces médias-là aiment les révolutions. Mais ce qui s'est passé du côté de la Syrie est tout sauf une révolution. Dès lors que vous avez derrière la CIA américaine. Exact. Donc, et en plus, il y a plein de choses qu'il faut corriger. Déjà, ce ne sont pas des rebelles qui sont entrés, n'est-ce pas, en Syrie.
sont pas des rebelles. Ce sont des terroristes qui sont entrés, n'est-ce pas, qui sont entrés, qui ont investi, n'est-ce pas, Damas, n'est-ce pas? Et en plus, contrairement à ce qui est dit, Bachar al-Assad n'a pas été, n'est-ce pas, n'a pas fui le pays. Il a été conseillé par l'un de ses soutiens, notamment la Russie, de quitter tranquillement les affaires. Il y a eu tout et n'importe quoi qui a été raconté hier, notamment sa mort éventuelle dans le crash, n'est-ce pas, d'un aéronef. Oui. Donc, actuellement, M. Bachar al-Assad et sa famille se trouvent à Moscou. Ils ont bénéficié, n'est-ce pas, d'un exil politique. C'est important de le préciser. Exactement. La seconde chose qu'il faut déconstruire, c'est que les terroristes n'ont pas battu l'armée syrienne. Parce qu'il n'y a pas eu de combat. Il faut également corriger ça rapidement, parce que nous sommes d'abord des journalistes. Nous présentons les faits. Exact. Donc, il n'y a pas eu de combat entre des terroristes, je dis bien des terroristes, et l'armée syrienne, qui a abdiqué, qui a déposé des armes, qui a même abandonné le matériel militaire, parce qu'elle n'était plus certainement solidaire du pouvoir de Bachar al-Assad. Et en plus, il y a certaines informations qui révèlent que cette armée n'avait pas de moyens, notamment avec même des problèmes alimentaires, basiques dans les éléments basiques pour pouvoir poursuivre le combat. La seconde chose, il y a trois puissances. La troisième chose, il y a trois puissances qui se font la concurrence en Syrie. Vous avez la Turquie, qui est dans une posture ambiguë, qui a financé, qui a aidé les terroristes en renseignement et en matière militaire. C'est important, avec le soutien des Américains. Ça, c'est également important de le préciser. La Russie, également, qui est présente en Turquie, n'a pas voulu faire comme en 2015, lorsque les États-Unis ont voulu, n'est-ce pas, faire partie de Bachar al-Assad, la Russie a fait preuve de, n'est-ce pas, d'engagement militaire particulier pour que cela ne soit pas possible. La quatrième chose qu'il faut dire, je l'ai dit, ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des terroristes. C'est des terroristes. Je voudrais quand même vous raconter, je voudrais vous renvoyer dans un autre contexte. Dans le contexte malien, les terroristes sont présentés par ces médias-là comme étant des groupes rebelles, n'est-ce pas? Oui. Mais comment est-ce que, si ce sont les groupes rebelles qui sont par exemple au Mali, quelle était la mission de la France depuis 2015 au Mali? Lorsque Barkhane s'est déployé, c'était pour aller combattre quoi, les groupes rebelles ou bien les terroristes? Je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Maintenant, cinquième questionnement. Monsieur Abou Mohamed Al-Doulani, qui est désormais l'homme fort de Syrie, est-ce un rebelle ou un terroriste? Un terroriste. Je voudrais vous renvoyer, parce que cela n'est pas dit dans ces médias-là, que ce soit américain, que ce soit français, européen, personne, il connaît pourtant la vérité, mais personne ne vous rappelle, monsieur Ngos, qu'en 2017, la tête de Abou Mohamed Al-Doulani a été mise à prix à 10 millions de dollars par les Américains. Parce qu'il était, selon eux, impliqué dans les attentats du 11 septembre 2001 et en Irak. Mais aujourd'hui, les mêmes médias, les dirigeants de ces mêmes pays-là disent qu'ils accueillent ces terroristes dont la tête a été mise à prix à 10 millions de dollars en 2017, que c'est lui le sauveur de la Syrie. Désormais, il n'est pas terroriste. Certains, non, les plus vertueux, le présentent comme étant un fondamentaliste islamiste. Les autres le présentent comme un chef rebelle. Bon, à quel niveau donc se situe la vérité? Nulle part dans ce qui est renvoyé comme narratif. On a donc remplacé, selon eux, Bachar al-Assad était la peste. Maintenant, ils ont donc remplacé la peste par le choléra. Puisque même ils reconnaissent que c'est un fondamentaliste islamiste lié à Al-Qaïda. Ça veut dire en passant. Parce que les terroristes qui ont libéré, entre guillemets, les Syriens,
appartiennent à un groupe affilié à Al-Qaïda. C'est important de le préciser. Ça, c'est les faits. Et les mêmes pays qui vous disent combattre le terrorisme et surtout ne pas négocier avec des terroristes sont en train d'applaudir des deux mains parce qu'un terroriste est devenu le libérateur du peuple syrien. Ce que les mêmes médias ne disent pas. Et d'ailleurs, les nouveaux dirigeants de Syrie ont envoyé un signal fort. Désormais, il y aura comme une sorte de califat. Depuis qu'ils sont arrivés ce week-end, les églises sont transformées en mosquées. Ça commence bien, n'est-ce pas? Très bien. Ça commence très bien. Mais ils sont préparés, ils sont présentés par ces médias-là comme des libérateurs de la Syrie. Voilà les faits. Voilà les faits. Maintenant, pour revenir à votre question, quelles leçons l'Afrique devrait tirer de cette actualité? Trois choses. Première leçon, c'est quoi? C'est que il ne faut jamais croire qu'entre les États, il y a les amis. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Ils peuvent être économiques, commerciaux, géopolitiques, géostratégiques. En tout cas, c'est d'abord les intérêts. Tout à l'heure, je vous faisais fait comprendre qu'il y a trois puissances qui sont présentes, influentes en Syrie, la Turquie, la Russie et les États-Unis. Alors, je pense que si, comme je le dis, entre les États, il n'y a que les intérêts, la Russie aurait donc pu sauver, n'est-ce pas, le régime de Bachar al-Assad. Ça n'a pas été le cas, comme en 2015. Mais pourquoi est-ce que la Russie a réagi à minima au travers des bombardements par voie aérienne? Parce que justement, elle n'avait plus intérêt à soutenir ces régimes. Et finalement, il y a donc eu un gentleman agreement entre la Russie et les autres puissances, notamment les États-Unis et la Turquie, qui était la tête de pont de ce que les autres appellent la révolution, qui n'en est pas une. Ça renvoie donc à ce que si Bachar al-Assad avait été présenté comme un sanguinaire, c'est lui-là qui a exterminé son peuple au point où les terroristes qui sont arrivés en Syrie ont libéré tous les prisonniers du pays, y compris les droits communs, sont présentés comme, n'est-ce pas, les sauveurs. Ça pose un problème. Donc, je crois que le sénile qui se trouve du côté, qui est encore à la Maison Blanche, a félicité les terroristes que les États-Unis ont la prétention de combattre, mais avec beaucoup de retenue, tout en estimant qu'il faut observer. Paraît-il, l'exemple d'Afghanistan est encore quelque part dans leur cerveau. Est-ce une autre Libye qui nous est présentée depuis hier, Albert Anatole, ici? Une autre Libye, oui, c'est dit dans le cas du mensonge, oui. Dans le cas du gros mensonge, précisément, oui, c'est une autre Libye. C'est un autre Afghanistan qui nous est présenté du côté de la Syrie depuis hier. Mais sauf qu'en Libye, il y a eu la propagande avec, sur le carreau, des assassinats, y compris celui, n'est-ce pas, du leader libyen, Muammar Kadhafi. C'est-à-dire un gros mensonge. Donc c'est le même scénario qui est en train d'être mis en place pour présenter, pour ne pas dire la vérité à l'opinion publique internationale, à savoir que ceux qui sont arrivés désormais, qui sont présentés comme les nouveaux dirigeants de la Syrie, c'est des terroristes affiliés à Al-Qaïda. Donc c'est des terroristes. Et qui sont présentés par la propagande occidentale comme étant des rebelles. Un peu comme des terroristes qui sont au Mali, au Niger, ou bien au Burkina Faso, qui sont présentés par eux comme des groupes rebelles. Alors que c'est des terroristes. Puisque la présence des militaires français du côté du Mali, du Burkina Faso et du Niger se justifiait. Se justifiait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors, qu'est-ce qui peut donc expliquer que ceux qui étaient présentés hier comme terroristes deviennent désormais au Sahel comme étant des groupes armés? Il y a un problème. C'est la même situation donc, qui prévaut quand nous observons du côté de la Syrie. Ça, c'est la seconde. Non, la première leçon, il faut me résumer sur ce premier point. La première leçon qu'il faut que l'Afrique doit retenir, c'est qu'il ne faut jamais confier son destin à une puissance étrangère. Et c'est l'erreur que M. Bachar al-Assad
a commise en pensant qu'il fallait qu'il se mette sur le parapluie sécuritaire des puissances étrangères, notamment de la Russie et particulièrement de l'Iran, malheureusement, ou alors du Hezbollah. La seconde leçon que l'Afrique doit tirer de cela, c'est que son destin, le destin de l'Afrique ne peut se trouver qu'entre ses mains. Dans le cadre d'une alliance ponctuelle ou de circonstances, une puissance étrangère peut avoir un rôle fondamental du point de vue géopolitique, stratégique, sécuritaire ou économique. Non, je n'en sais pas trop, mais ça doit être uniquement ponctuel, donc c'est-à-dire temporaire. Par conséquent, chaque État doit pouvoir mettre en place des outils ou bien une politique consistant à assurer sa propre sécurité. La sécurité de ses populations, la sécurité de son territoire, de ses intérêts. Parce que les grandes puissances, selon que leurs intérêts sont en jeu, peuvent s'entendre et vous sacrifier. Et c'est ça qui va, par exemple, se passer du côté de l'Ukraine. Qu'on le veuille ou non, la crise ukrainienne va commencer, non, va se terminer là où elle aurait dû commencer, c'est-à-dire autour d'une table. C'est comme ça que les grandes crises se terminent toujours. C'est-à-dire là où elles auraient dû commencer, c'est-à-dire autour d'une table. Et ce sont les États-Unis qui ont dit à Zelensky qui voulait commencer à négocier, c'est une parenthèse, qui voulait commencer aux premières heures, n'est-ce pas, des attaques russes sur son territoire, s'était engagé à négocier. Qu'est-ce que les États-Unis lui ont dit? Biden lui a dit, on va t'assurer ta sécurité, pas de négociation avec la Russie. Mais aujourd'hui, les Américains sont en train de poser sur la table la question des négociations pour la paix, pour retrouver la paix en Ukraine. Quitte à abandonner les territoires occupés, conquis par la Russie. Finalement, qui a été dupé? Je crois c'est Zelensky qui a été dupé au prix des millions de morts de ses concitoyens. Au prix de la destruction de son pays et de son endettement colossal. Parce que les milliards de dollars ou les millions de dollars qui vont en Ukraine, ce n'est pas de la philanthropie, c'est une dette. C'est-à-dire que plusieurs générations d'Ukrainiens seront endettés, presque à vie. Donc c'est la même situation voilà la seconde leçon que l'Afrique doit tirer de ce qui s'est passé du côté de la Syrie. Nous sommes justement, Sir Albert Anatola, ici. Le pays est presque en ruine. Il y a encore quelques années, aujourd'hui, nous sommes en 2011, quand on parlait justement de la Libye. On venait pour installer la démocratie. On a vu là où la démocratie se trouve. On a vu les droits de l'homme, les nouveaux droits de l'homme. On a vu en tout cas tout ce que l'Occident emportait dans ses valises pour donner à la Libye. On a l'impression aujourd'hui qu'on revoit le même film et qu'on va le revoir du côté de la Syrie. Je pense que l'exemple syrien et libyen, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que du côté de la Libye, il y avait un enjeu non officiel. C'était l'enjeu pétrolier. Oui. C'était l'enjeu pétrolier qui a été mis en œuvre. J'y arrive. En Libye, c'était l'enjeu pétrolier, c'est-à-dire le leader libyen qui avait la puissance du pétrole avait décidé de rendre sa fierté non seulement à la Libye, mais au continent africain, quitte à piétiner les intérêts du bloc occidental. Il lui a donc été fabriqué ce que tout le monde sait, c'est-à-dire un gros mensonge portant sur, n'est-ce pas, les assassinats contre son peuple. Le second enjeu portait sur, je l'ai dit, ce leadership qu'il voulait porter. Le premier enjeu était d'ordre pétrolier parce que la Libye avait décidé de vendre son pétrole ailleurs, ainsi que son gaz. Du côté de la Syrie, c'est pratiquement pas la même chose. Du côté de la Syrie, il y a certes un enjeu d'ordre pétrolier, mais il y a surtout un enjeu d'ordre géopolitique et géostratégique. Parce que ce qui arrive et qui sont
accueillis par les hurrahs, n'est-ce pas, des reptiliens occidentaux, ne sont pas des enfants de cœur, parce que tout le monde le sait. Ils le savent, parce que nous, si nous le disons sur ce plateau, c'est pour la gouverne de ceux-là qui boivent cette propagande comme du petit lait, alors qu'il y a un gros mensonge derrière. Que ce qui arrive, c'est-à-dire Abou Mohamed Al-Dulani qui arrive avec ses copains, ce sont des terroristes affiliés à Al-Qaïda. Et c'est lui-là qui a été extirpé d'une prison syrienne hier, avec ses camarades, avec ses copains, faisait l'objet d'un mandat, faisait l'objet d'un avis de recherche des États-Unis en 2017 parce que sa tête a été mise à prix à hauteur de 10 millions de dollars par les Américains parce qu'il était terroriste, parce qu'il était présenté comme terroriste. Alors, entre 2017 et 2024, que s'est-il passé pour qu'il ne soit plus présenté par la propagande occidentale comme un terroriste? Parce qu'il a créé, parce qu'il a prétendu, c'est s'agit en créant un autre, un autre instrument géopolitique, ou un autre instrument politique, le HTS. Mais sauf qu'il est toujours présenté par ceux qui sont un peu lucides de ce côté-là comme étant un fondamentaliste islamiste. Et hier, je vous l'ai dit et répété tout à l'heure, qu'ils ont monté d'abord, ils sont allés détruire, ils sont allés braquer la banque. Voilà les gens qui ont un projet pour un pays, et ils vont quand même dévaliser la banque qui appartient à la propriété du peuple syrien. Ils sont quand même allés saccager le palais présidentiel. Ils sont allés détruire les églises pour en faire des mosquées. Voilà donc ces gens qui sont applaudis par la communauté, par ceux-là qui vous disent qu'ils sont défenseurs du droit international, ils sont défenseurs du droit humanitaire international et de la démocratie. En tout cas, nous attendons de voir si véritablement c'est ça la démocratie de ce côté-là, parce que d'après ce que nous entendons, c'était un sanguinaire, un dictateur Bachar al-Assad qui a muselé son peuple, assassiné, bombardé, emprisonné. Certainement, ce qui arrive là, ce seront des grands démocrates à l'image de ceux de Washington. On les accueille aujourd'hui avec ferveur, ce fut le cas également du côté de la Libye. On accueillait en tout cas les Occidentaux avec ferveur. Ça va durer combien de temps pour que tout le monde commence à voir la réalité? Ça durera le temps que l'État profond du bloc occidental va continuer à manipuler les masses populaires. Je pense qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont la mémoire, qui n'ont pas de mémoire historique. Nous en avons la mémoire historique, contrairement à ce qu'ils ont prétendu dans le protocole de Toronto, à savoir que les peuples n'ont pas de mémoire historique. C'est pourquoi ils sont partis, ils ont fait 20 ans en Afghanistan, soi-disant pour combattre le terrorisme qui était porté par les talibans. Aujourd'hui, qui sont au pouvoir en Afghanistan? C'est bien les talibans. Qui sont au pouvoir en Libye? Ce n'étaient pas les copains, leurs copains de 2011. Mais ils ont quand même reçu un espoir. Ne pas assurer le service après-vente. En Irak, en Libye, entre autres, ils n'ont pas pu assurer le service après-vente. Désormais, le pays est divisé. En Libye, vous avez deux gouvernements. En Libye, c'est la même chose. Aujourd'hui, du côté, n'est-ce pas, de la Syrie, il est question d'organiser, n'est-ce pas, les élections. Et du côté du Liban, c'est le même chaos. Il est demandé d'organiser rapidement les élections. Mais vous comprenez donc que nous avons affaire non seulement à un ordre de criminels, mais en plus c'est des gros menteurs. Merci à vous Albert Anatola ici d'avoir répondu à la question. Ça fait un plaisir comme d'habitude, monsieur Ngos. Mesdames, messieurs, regardez bien ceux qui sont autour de vous, regardez bien les informations que vous recevez venant d'ailleurs et surtout, prenez le temps de tamiser parce que le mensonge n'est jamais loin. Et d'ailleurs, quelqu'un me le disait encore il y a quelques années, dans les médias mainstream, 99% des informations sont fausses. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer une agréable journée.